Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des soins externalisés. Vous savez, ces soins réalisés en libéral sous convention avec les services et structures que les orthos ont désertés. Vous vous posez beaucoup de questions, nous nous en sommes posés aussi. On va essayer dans cette vidéo de faire un peu le point sur le sujet. La règle générale est simple et logique. La double prise en charge est interdite, l'assurance maladie ne paye pas deux fois. La loi a prévu quelques exceptions, rares et sous conditions. Dit comme ça a l'air simple, mais dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Dans les faits, il n'y a qu'avec les structures en financement partiel qu'on est tranquille. Pour les autres, hors convention, c'est impossible la plupart du temps. Quant aux établissements sanitaires, notamment les CMP, mystère. Mystère dont nous n'avons pas la clé, puisque trop d'informations contradictoires se télescopent et qu'aucun consensus national ne semble se dégager. On peut trouver quelques conseils auprès de nos syndicats. Si vous adhérez à la FNO, vous avez sans doute reçu le mode d'emploi. Du côté de la FOF, pas de ligne à suivre, mais elle renseigne les orthos qui la contactent. De notre côté, pas de ligne à suivre non plus, pas de mode d'emploi. Nous essayons simplement ici de vous livrer les infos et les analyses qui ont fondé notre choix et qui vous aideront peut-être à faire le vôtre, ou pas. Pour nous, l'externalisation des soins qui se répand ne sert ni les salariés ni les libéraux. Et elle n'est pas sans conséquence pour la qualité des soins et les patients. Le salarié se retrouve muselé, remplacé, il ne pèse plus rien. La pénurie est masquée et les pouvoirs publics peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'ortholibéral se retrouve caution de ce système bancal et il scie la branche sur laquelle il est assis. En effet, aujourd'hui, le médecin prescrit et l'ortho ensuite est relativement indépendant. Mais demain, entre virage ambulatoire et conventions individuelles, quelle sera la place de l'exercice libéral ? Serons-nous tous sous convention ? On peut se dire que ce n'est qu'un fantasme, mais quand on fait une petite recherche sur les pôles de compétences et prestations externalisées, on trouve de quoi se poser des questions. Enfin, on peut se demander si on n'est pas en train d'altérer encore un peu plus l'accès aux soins en libéral. Si ces conventions sont bien compatibles avec ce qui pour nous sous-tend la qualité des soins, et si le libre choix du patient est encore respecté. Ce sont toutes ces raisons qui fondent notre choix. Plutôt que de signer une convention, on peut, quand c'est possible et si c'est justifié, demander une dérogation. On peut aussi proposer une fenêtre thérapeutique lorsqu'elle se justifie et négocier le calendrier des soins avec la famille et l'établissement. Si aucune autre solution n'est trouvée et qu'on refuse la convention, il est tout à fait possible de transmettre le dossier. Deux questions reviennent souvent quand on parle de refus de convention. La question du refus de soins et la question du risque de demande d'indu par les caisses. Nous avons travaillé avec une juriste pour creuser ces questions. Concernant le refus de soins, ces craintes de poursuite semblent bien infondées, à condition de respecter certaines obligations légales. En effet, il existe un principe de liberté contractuelle qui s'applique aussi aux soignants libéraux sous certaines conditions. Les limites sont celles que pose le Code de la santé publique, l'exception du cas d'urgence, le devoir d'humanité, le principe de continuité des soins. Sont considérés comme motif ou situation de refus de soins illicite la discrimination, la dispense de soins non consciencieux ou la rupture de continuité des soins. On peut donc refuser de signer une convention individuelle sans que ça puisse être qualifié de refus de soins, si le motif est licite et si la continuité des soins est organisée. Quant au risque de demande d'indu par les caisses, il est bien réel
et il ne peut pas être écarté à 100%. Il est lié au manque d'infos de part et d'autre et au fait que la DAP, malheureusement, ne fait pas loi. Le meilleur moyen de se prémunir contre les ennuis reste encore d'éviter soigneusement ces situations. Attention quand même à ne pas interrompre brutalement une prise en charge. Informer vos patients et leur demander de vous informer peut aussi limiter les risques. Et puis, informez vos prescripteurs. Ils sont responsables de leur prescription, c'est important qu'ils sachent. Enfin, toujours en cas de doute sur un établissement, n'hésitez pas à les contacter et à demander confirmation écrite si on vous répond que la prise en charge en libéral peut avoir lieu. Voilà, c'était un peu long, mais nous espérons que c'était assez complet pour répondre à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. À bientôt!